Comme il regrettait tout ça. Du bas de la rue Lamarck, Jean s'arrêta et, levant la tête, regarda avec anxiété les 2 volets du redoutable escalier qui monte en pente raide jusqu'à la rue Caulaincourt. Pour l'éviter, il lui faudrait faire un long détour. Bien qu'il soit déjà légèrement en retard, il hésita un moment parce que la rondeur qui autrefois lui avait valu le surnom de Bouboule s'était avec l'âge transformée en embonpoint. Geneviève, son épouse, soutenait qu'il avait 30 kilos de trop. Le médecin, plus modeste, parlait de 15, enfin peu importe. Il s'essoufflait vite. Qu'il choisisse de creuser son retard ou qu'il affronte résolument la montée par les marches, la décision semblait purement technique. Jean était loin d'imaginer qu'en réalité, ce choix, en apparence anodin, pouvait modifier le cours de son existence. Il renonça à grimper et préféra remonter paisiblement en direction de la rue des Saules. « On m'attendra, voilà tout », se dit-il. Les jeux étaient faits. Auteur très apprécié pour ses thrillers, il changeait de cap en 2013 avec une grande fresque historique et familiale, Au revoir là-haut, auréolé d'un prix Goncourt et d'un César pour son adaptation au cinéma. En quelques années, Pierre Lemaitre a réussi son pari littéraire un peu fou. 7 livres racontant le XXe siècle, une multitude de personnages et de sujets traités. Le dernier, Les Belles Promesses, vient de sortir aux éditions Calman-Lévy et donne au lecteur le fin mot de l'histoire. Bonjour Pierre Lemaitre. Bonjour. Alors dans Les Belles Promesses, votre nouveau livre, vous continuez à feuilleter le siècle. Feuilleter, c'est un mot que vous aimez utiliser. Ouais. Quel regard portez-vous finalement sur le XXe siècle ? C'est un siècle très contradictoire parce que c'est en même temps le siècle des grandes promesses, celle du progrès, celle du mieux-être, notamment dans ces 30 glorieuses qui méritaient assez bien leur nom. Et en même temps, c'est le siècle de 2 guerres mondiales qui n'ont pas eu d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Donc on est devant un siècle très, très ambigu, très contradictoire. Et sur la forme, vous avez ressuscité, je dirais, un format presque oublié en littérature, le roman feuilleton. 7 livres en tout. D'abord ceux de la saga Les Enfants du désastre, qui suivaient la famille Péricourt de la Première Guerre mondiale à 1940, et puis l'histoire de la fratrie des Pelletier, qui débute en 1948 et s'achève en 1963. Le père Étienne tenait une savonnerie au Liban avant de devoir rentrer en France. Qu'avez-vous ressenti en mettant le point final à cette histoire des 30 Glorieuses ? Écoutez, c'est là aussi une impression un petit peu mitigée, à la fois un petit peu de soulagement quand on démarre sur un projet assez ambitieux, 4 livres, c'est 5 ans de travail, 5-6 ans de travail. Bon, on a un peu de soulagement, je ne vous cache pas. Et puis en même temps, un petit pincement au cœur, on a vécu avec des personnages, avec la même histoire pendant 5 années, on s'y est attaché, on ne peut pas écrire si on ne s'attache pas aux personnages, et donc il y a un petit pincement au cœur, un petit postpartum. Ah, carrément. Cette fresque littéraire a connu un immense succès public. Ça représentait combien d'années de travail et de recherche ? Écoutez, j'écris un livre en à peu près 18 mois. C'est-à-dire qu'il y a à peu près la moitié du temps qui est consacré à étudier la période, à monter le scénario du livre, et en l'autre moitié qui est d'écrire et surtout de beaucoup corriger. Alors, dans Les Belles Promesses, vous mettez en lumière le contraste d'une France agricole et d'une France des grands travaux, avec notamment la construction du périphérique parisien. Et sous votre plume, je dirais que ce n'est jamais gratuit. Est-ce que c'est une façon de dénoncer aussi le capitalisme et ses excès ? Alors, j'espère que les lecteurs, les lectrices vont le comprendre. Moi, mon travail ne consiste pas à leur dire ce qu'ils ont à penser, ni de l'histoire, ni de mon histoire, celle que je leur raconte. Mais j'espère que les lecteurs, les lectrices vont comprendre, livre après livre, ou même simplement sur le dernier, puisque chaque livre est indépendant, vont comprendre qu'effectivement, on est là devant quand même une critique du capitalisme. Je considère que c'est lui qui nous a amenés à la période que nous sommes, qui est une période éminemment dangereuse, qui est marquée avant tout par le réchauffement climatique, qui nous menace nous, mais surtout nos enfants. On revoit avec délectation justement l'extrait d'un reportage sur la construction du périphérique parisien. Le boulevard périphérique, il sera long de 36 km, nécessitera 148 ouvrages d'art et sera en service totalement dans 5 ans. Il se raccordera et se raccorde déjà aux autoroutes du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. On pourra ainsi faire le tour de Paris, le regard fixé sur l'aiguille du compteur. Seuls les amateurs de pittoresque emprunteront encore les chemins tortueux que nous empruntons chaque jour. Vous le connaissiez, ce reportage ? Non, je ne connaissais pas, mais j'aime beaucoup le commentaire.
Moi aussi. Notre regard a changé sur ce qui a été vu comme des progrès positifs, je dirais, pendant les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, voiture égale pollution, évidemment, je schématise un peu, et agriculture intensive égale danger. Ouais. Alors, est-ce que vous diriez qu'il y avait une forme d'aveuglement des boomers Oui. Alors, en fait, je me demande, si vous voulez, si cette période des 30 Glorieuses n'est pas une sorte de période adolescente du pays. D'adolescence, pourquoi ? Parce que c'est une période à la fois très joyeuse, très désinhibée, au fond, une période où chacun est en droit de penser que celui qui va le suivre aura une meilleure vie que lui, où on a l'impression quand même, et c'était un petit peu le sens du reportage que vous venez de proposer, montrer que le progrès a quelque chose d'infini et d'infiniment désirable et rassurant. Donc en fait, cette histoire-là est vraiment celle d'un malentendu, parce que cette période adolescente va conduire à la période que nous connaissons, et c'est un petit peu ça aussi l'adolescence. On vit sans se soucier vraiment des conséquences, mais tôt ou tard, chacun s'assoit au banquet des conséquences, comme le disait Stevenson. Et dans ce dernier tome, l'histoire des frères Pelletier vire au duel. Jean est un journaliste consciencieux, il a une obsession de la vérité, et son frère pourrait en faire les frais. On se retrouve à la fois au cœur d'une enquête criminelle et puis dans ce portrait de ces deux frères. Pourquoi avoir choisi de resserrer l'intrigue sur ces deux personnages au risque d'éclipser un peu les femmes de la famille? Parce que la famille est le creuset de toutes nos névroses. C'est l'endroit où nous nous construisons, et donc nous nous construisons avec la famille, qu'on ait une famille ou qu'on n'ait pas. Même quand on n'a pas de famille, on se construit avec le concept de famille manquante en l'espèce. Donc en fait, la famille est le creuset de ce que nous sommes, et c'est le lieu de toutes les folies. Dans ce petit creuset des parents et des enfants se jouent absolument toutes les grandes passions humaines, et notamment la tragédie. Donc il me semblait assez juste de terminer par une note qui soit à la fois une note, je dirais, intéressante, captivante, avec une vraie aventure, et en même temps, quelle est la tonalité d'une tragédie, celle qui va se jouer entre les deux frères? Et de l'aventure, il y en a, des rebondissements, il y en a, des fausses pistes, énormément. J'ai une série de questions rapides en lien avec les thèmes du roman. Essayons. Si vous voulez bien vous prêter au jeu. Oui. Alors, on suit dans la saga le parcours des petits-enfants Pelletier, très attachants, Colette et Philippe, ados dans les années 60. Et vous, j'ai envie de vous demander, enfant, ado, vous rêviez de rencontrer qui? 3 points de suspension. Je rêvais de rencontrer Alexandre Dumas. Quand j'avais 14-15 ans, j'avais été extraordinairement marqué par les premiers livres que je lisais intégralement, les premiers gros livres qui me faisaient peur auparavant. Et en fait, Alexandre Dumas, je regardais la photo de cet homme assez débonnaire, ce métis qui était vraiment plantureux et qui avait un œil malicieux. Et franchement, c'est vraiment l'homme que je rêvais de rencontrer. Ma réponse est trop longue, pardonnez-moi. Non, elle est parfaite. D'ailleurs, je crois que le livre lui est dédicacé, oui, ainsi qu'à un certain Victor Hugo. Oui, vous le connaissez aussi. Oui. Et sans ces deux monuments littéraires, est-ce qu'il y aurait Pierre Lemaître? Oui, alors n'y voyez pas, et j'espère que les lecteurs, les lectrices n'y verront pas de l'immodestie, de la prétention. Mais en fait, les auteurs que l'on a beaucoup lus, que l'on suit, et ça, tous les lecteurs, toutes les lectrices doivent le savoir, les lecteurs, les romanciers qu'on a suivis livre après livre, ont fini par être avec eux dans un lien assez affectif, assez affectueux. Et en fait, c'est pas trop dire que d'estimer quelqu'un dont on a lu beaucoup de livres et qui vous accompagnait, on le considère avec un peu d'affection. Alors, l'école, vous étiez bon à l'école en quelle matière? J'étais bon en français. Vous avez été puni pour être mauvais en maths. Vous étiez amoureux secrètement de Fabienne, je l'adorais, elle était vraiment l'amour de ma vie. J'étais absolument certain qu'elle était la femme de ma vie. Je ne l'ai pas revue depuis 70 ans, mais le cœur y est. Et vous étiez déjà passionné par l'écriture? Oui, j'ai commencé mon premier livre en CM2, je devais avoir 10 ans et demi, et la grande question que je me posais, c'est est-ce que je vais écrire un livre où il n'y aura que de l'action, ou y aura-t-il aussi des descriptions? Parfait, on a les deux. Votre mot préféré de la langue française? Résilience. Résilience. Ouais. Pierre Lemaître, votre prochain projet, je crois un retour au polar? Mais vous savez tout. Mais pourquoi viens-je? Oui, retour au polar. Ah non, alors pas vraiment. En fait, retour plutôt au roman noir, mais on se comprend bien. Je veux dire, c'est pas un polar au sens il n'y a pas d'enquête de policier, etc. Mais c'est un roman noir sur la domination masculine et l'argent. Et le livre s'appellera La petite fiancée. Ah.
hâte de découvrir. Ensuite, vous vous attaquerez à la 3e génération des Pelletier ? Je suis en plein dedans. Déjà, formidable. Alors, on a l'habitude de demander leur coup de cœur culturel du moment à nos invités. Et le vôtre, c'est la série Slow Horses sur Apple TV+. Ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette série d'espionnage ? D'abord, c'est mené par 2 acteurs absolument sublimes, qui sont Gary Oldman et Christine Scott Thomas, qui sont des acteurs absolument sublimes. Et puis surtout, par le fait qu'il prend la question de l'espionnage complètement à rebrousse-poil. Oui, c'est l'anti-James Bond, et même c'est presque l'anti-John le Carré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un espèce de produit tout à fait improbable. C'est de l'espionnage, et c'est très, très, très bien mené. Mais ça prend tous les poncifs du genre, tous les lieux communs du genre, ça les dynamite de l'intérieur. C'est très amusant, c'est très intriguant, c'est assez passionnant, c'est super bien joué. Franchement, je vois pas de raison de pas y aller. Puis si c'est conseillé par Pierre Lemaitre, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Slow Horses avec Gary Oldman, vous l'avez dit, saison 6 attendue à l'automne. Merci infiniment Pierre Lemaitre. Merci de votre accueil. Les Belles Promesses est publié chez Calman Levy et c'est une lecture très agréable, un page-turner comme on dit. L'info continue sur France 24 et tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec un extrait de la bande-annonce de Slow Horses. À très vite. You'll be thrown out for this. We've already been thrown out. They've given us an hour until they carry out the remaining action on their list. We're looking at over 5,000 potential targets. Bodies raining from the sky. This is the apocalypse.